Jack Johnson n'était pas seulement le premier champion du monde poids lourd noir, il était le pire cauchemar de l'homme blanc. Et le meilleur dans tout ça, il le savait. Jack Johnson a été une grande source d'inspiration parce que ce qu'il a fait en dehors du ring, il l'a fait avec tant d'audace. Jack Johnson était un homme noir à une époque où les Blancs lynchaient des Noirs tous les week-ends, chaque week-end. Il détruisait les boxeurs blancs sur le ring, affichait ouvertement ses relations avec des femmes blanches et vivait comme un roi. Et l'Amérique blanche est devenue folle. Ils l'ont banni, ils l'ont traqué. Ils sont même allés jusqu'à réécrire la loi juste pour l'envoyer en prison. Mais Jack Johnson n'allait pas se laisser faire sans se battre. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. Bien avant Muhammad Ali, et même avant Joe Louis, à une époque où l'on attendait des hommes noirs qu'ils se taisent, restent humbles et connaissent leur place, Johnson a fait exactement le contraire. Alors, comment un jeune noir pauvre de Galveston, au Texas, a-t-il pu s'élever au sommet et devenir l'homme le plus redouté, le plus détesté et le plus inarrêtable d'Amérique? Revenons là où tout a commencé. Jack Johnson allait plus tard être connu sous le nom de Géant de Galveston, un homme qui a brisé les barrières raciales dans la boxe en devenant le premier champion du monde poids lourd noir, à une époque où cela n'aurait jamais dû arriver. Et si cela ne suffisait pas à exaspérer l'Amérique blanche, il est allé encore plus loin, exhibant sa richesse, conduisant des voitures de luxe, fréquentant ouvertement et même épousant des femmes blanches. Au plus fort de la ségrégation, pendant l'ère Jim Crow, ce n'était pas seulement de la rébellion, c'était dangereux. La simple existence de Johnson était une insulte à tout ce que les suprémacistes blancs tenaient pour sacré, et ils ont tout fait pour qu'il en paie le prix. Il a été jeté en prison sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces et motivées par le racisme. Il voulait l'effacer. Mais voilà le truc. Jack Johnson n'était pas censé réussir dès le départ. Parce que si vous l'aviez vu enfant, vous n'auriez jamais cru que ce garçon noir frêle et peureux du Texas deviendrait l'un des hommes les plus influents et les plus détestés d'Amérique. Il est né John Arthur Johnson en 1878, troisième d'une fratrie de 9 enfants et fils d'anciens esclaves. Son père, Henry, avait combattu pendant la guerre de Sécession et avait transmis à son fils sa constitution physique exceptionnelle, un trait qui allait le définir sur le ring. Mais voici ce qui rend l'histoire de Johnson si fascinante. Contrairement à la plupart des enfants noirs de son époque, il n'a jamais grandi en croyant à l'infériorité raciale. L'Amérique était brutalement ségrégée et les Noirs subissaient une oppression sévère, mais dans son quartier, la pauvreté ne faisait pas de distinction de race. Les familles noires et blanches étaient tout aussi pauvres. Ses amis d'enfance étaient blancs et selon lui, ils ne l'ont jamais harcelé ni traité différemment. Ainsi, il n'a jamais appris la leçon que la société essayait d'inculquer aux enfants noirs à l'époque, à savoir que les blancs lui étaient supérieurs. C'est peut-être pour cela qu'il n'a jamais agi comme s'il l'était. Et ça a fait de lui l'homme noir le plus dangereux d'Amérique. Après 5 ans d'école, il a abandonné parce qu'on attendait de lui qu'il travaille. Et l'une des choses les plus précieuses qu'il ait apprises pendant son temps à l'école ne venait ni de ses professeurs ni de la rue. Elle venait de sa propre mère. Un jour, Johnson est rentré à la maison couvert de bleu, battu par un autre élève de l'école. Mais au lieu de le réconforter et de soigner ses coupures et ses contusions, sa mère l'a grondé. « Si jamais tu rentres à la maison dans cet état encore une fois, le prévint-elle, je te donnerai une raclée encore pire. » Ce fut la dernière fois qu'il recula devant une bagarre. Cette leçon de dureté fut son premier pas sur la route qui le mènerait au titre de champion du monde des poids lourds. Mais ce n'était que le début. Les véritables combats restaient à venir. Après avoir quitté l'école, Johnson trouva des emplois dans un salon de coiffure, une salle de jeu et sur les docks de Galveston. Mais rien de tout cela ne lui donnait un but, et il se retrouva bientôt à partir pour Dallas, à la recherche d'un nouveau départ. Et qu'il en ait eu conscience ou non, cette décision allait tout changer. À son arrivée, il trouva d'abord du travail dans des écuries à faire de l'exercice aux chevaux. Mais on lui proposa ensuite un apprentissage en peinture de carrosse, et les rouages du destin se mirent en marche. Son nouveau patron s'appelait Walter Lewis. Lewis aimait organiser des séances de sparring pour ses amis, et Johnson s'y lança donc. Et à partir de ce moment-là, il fut captivé. Dès lors, la boxe devint sa vie. Il parcourut le pays, absorbant les connaissances des boxeurs partout où il le pouvait. Il alla même jusqu'à Boston pour rencontrer l'un de ses héros, le légendaire boxeur poids welter, Barbados Joe Walcott. Il continua d'accepter tous les petits boulots qu'on lui proposait, mais après avoir perdu son poste dans les écuries, Johnson retourna à Galveston et obtint un emploi de nettoyage dans une salle de boxe. En même temps, il trouvait de temps à autre du travail comme partenaire d'entraînement pour d'autres boxeurs. Un jour,
Lorsque le cirque est arrivé en ville, il a même affronté un boxeur de foire qui offrait 5 $ à quiconque pouvait tenir 4 rounds contre lui. Johnson l'a mis KO. C'est dans cette salle de boxe, où il récurait les sols le jour et se battait la nuit, qu'il a finalement économisé assez pour s'acheter sa première paire de gants de boxe. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'on lui donne l'occasion de les utiliser. Le premier combat enregistré de Johnson ne s'est pas déroulé sur un ring. C'était dans la rue. Après avoir été arrêté pour s'être battu avec un homme nommé Davy Pearson, Johnson s'est retrouvé en prison à cause d'une dispute liée à une partie de craps. Pearson a accusé Johnson de l'avoir dénoncé à la police et lorsque les deux hommes ont été relâchés, il n'y avait qu'une seule façon de régler ça. Une foule s'étant rassemblée autour, les deux hommes se sont affrontés. Pas de gants, pas de règles, seulement les poings. Et Johnson est sorti vainqueur. Son adversaire suivant était un docker au nom inoubliable, John Must Have It Lee. Les deux se sont retrouvés pour un combat à main nue, mais alors que le combat commençait à s'enflammer, la police est arrivée pour y mettre fin, car les combats de boxe étaient illégaux au Texas. Mais Johnson n'avait pas l'intention de partir sans une conclusion. Les combattants et les spectateurs se sont déplacés sur la plage, transformant le rivage sablonneux en un ring de boxe improvisé. Johnson a fait le travail et a remporté la première bourse de sa carrière, 1,50 $. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Après ses combats de rue et ses petits affrontements, Johnson savait qu'il était temps de devenir professionnel. Pour ses débuts officiels, il a marqué les esprits en remportant le titre de champion des poids moyens du Texas par un KO au deuxième round. C'était un avant-goût de ce qui allait arriver. Le grand Stanley Ketchel, l'assassin du Michigan, est complètement sonné. Jack Johnson conserve son titre de champion du monde des poids lourds. Mais sa première véritable épreuve fut contre un homme connu sous le nom de Klondike, John Haynes, un boxeur également surnommé l'Hercule Noir. Lors de leur premier combat, Haynes a battu Johnson et s'est proclamé avec audace champion poids lourd noir, un titre qui n'était pas officiellement reconnu mais qui avait du poids parmi les boxeurs noirs de l'époque. Le match retour fut une véritable guerre, 20 rounds brutaux, les deux hommes encore debout lorsque la cloche finale a retenti. Le combat s'est terminé sur un match nul. Mais lors de leur troisième et dernier affrontement, Johnson a finalement vaincu Haynes, ce dernier ne répondant pas à la cloche du 14e round. 2 mois plus tard, Johnson a relevé un nouveau défi en montant sur le ring pour affronter Joe Choinski, un vétéran blanc chevronné d'origine polonaise. Ce fut un désastre. Choinski l'a mis KO au 3e round. Et pour aggraver les choses, les deux hommes ont été arrêtés pour combat illégal et se sont retrouvés en prison, incapables de payer la caution. Cela aurait pu être la fin de l'histoire, mais le shérif y a vu une opportunité. Au lieu de les laisser enfermer, il a trouvé une idée rentable. Johnson et Choinski seraient autorisés à rentrer chez eux la nuit, à condition d'accepter de s'entraîner à la boxe dans leur cellule pendant la journée. Le résultat, un club de combat improvisé en prison. La rumeur s'est répandue, et bientôt des foules se sont rassemblées chaque jour pour les regarder s'affronter, moyennant un petit droit d'entrée, bien sûr. Après 23 jours derrière les barreaux, ils ont finalement été libérés. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'était produit. Johnson et Choinski étaient devenus amis, et plus important encore, Johnson avait appris la leçon la plus précieuse de sa carrière, comment boxer intelligemment. Choinski, reconnaissant le talent brut de Johnson, lui enseigna l'art de la défense. Il lui montra comment placer des contres, comment surpasser un adversaire par la réflexion plutôt que par la force, comment utiliser le mouvement au lieu de la puissance brute. Quand Johnson est sorti de prison, il n'était plus seulement un boxeur. Il était devenu un stratège. Il était plus habile, plus calculateur, plus dangereux. À partir de ce moment-là, sa maîtrise défensive et son style de contre-attaque sont devenus ses plus grandes armes. Ce fut le tournant de son parcours vers le statut de poids lourd le plus redouté. Johnson remporta enfin son premier titre officiel lorsqu'il affronta le gigantesque Denver Ed Martin, qu'il domina au point sur 20 rounds. Avec cette victoire, il fut couronné champion du monde poids lourd des Noirs, et le simple fait qu'un tel titre ait existé rappelle à quel point l'Amérique était différente à l'époque. Un boxeur noir, aussi dominant soit-il, n'avait aucune chance de se battre pour le véritable titre mondial des poids lourds. Alors ils ont créé une ceinture à part, une division à part, un plafond qui n'était jamais censé être franchi. Mais Johnson n'avait aucune intention de se laisser enfermer. Même avant de battre Denver Ed Martin, il était déjà considéré comme l'un des principaux prétendants au titre de poids lourd. Et au cours des 5 années suivantes, il a consolidé sa place parmi les meilleurs poids lourds noirs de la planète.
Il a défendu son titre de champion du monde poids lourd des Noirs à 12 reprises, battant les meilleurs poids lourds noirs de l'époque, faisant passer son palmarès de 11 victoires, 3 défaites et 6 nuls, au moment où il a remporté le titre à un impressionnant 46 victoires, 5 défaites et 8 nuls. Jack Johnson ne se battait pas seulement pour un titre. Il se battait pour prouver qu'il méritait d'être tout en haut. Et bientôt, le monde n'aurait d'autre choix que de le reconnaître. Mais à mesure que sa célébrité et sa fortune grandissaient, son mode de vie devenait de plus en plus extravagant et choquant. Ce n'était pas seulement un boxeur de classe mondiale. C'était un showman flamboyant et imprévisible, et sa vie personnelle est devenue aussi controversée que sa domination sur le ring. Johnson affirmait qu'au début de sa vie, il avait épousé une femme noire nommée Mary Austin, bien qu'il n'en existe aucune trace officielle. Il est probable qu'il ne se soit jamais marié légalement, mais il la présentait toujours comme Madame Jack Johnson chaque fois qu'ils étaient vus ensemble à Galveston. Il a également eu une relation avec une prostituée noire nommée Clara Kerr, mais cela s'est terminé par une trahison. Kerr a quitté Johnson pour son ami, William Bryant. Et pour aggraver les choses, le couple a volé les vêtements et les bijoux de Johnson avant de s'enfuir ensemble. Ça a dû faire mal. C'était bien plus qu'un chagrin d'amour. C'était un point de rupture. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il en avait fini avec les femmes noires. À partir de ce moment, il ne s'est intéressé qu'aux femmes blanches, une décision qui a provoqué une véritable crise en Amérique blanche, et honnêtement, on ne peut pas exagérer à quel point c'était audacieux. Nous parlons du début des années 1900, une époque où des hommes noirs étaient lynchés simplement pour avoir regardé une femme blanche de travers. Et voici Jack Johnson. Non seulement il sortait avec elle, mais il l'affichait, le jetait à la figure de tout le monde. C'était plus qu'un simple scandale. C'était le doigt d'honneur ultime adressé à la suprématie blanche. L'une des premières fois où cela a fait la une des journaux, c'est lorsqu'il est parti en tournée de boxe de 3 mois en Australie et qu'il a eu une brève liaison avec Alma Lola Toy, une femme blanche de Sydney. Et c'est là que Johnson a poussé les choses encore plus loin. Il a ouvertement déclaré qu'il avait l'intention de l'épouser. Lorsque la nouvelle a été diffusée dans la presse, elle a suscité l'indignation. Un homme noir, surtout un homme célèbre, qui épouse une femme blanche? Impensable. Toy a peut-être été la première, mais elle n'a certainement pas été la dernière, et les crimes liés à ces liaisons avec des femmes blanches allaient devenir bien pires. Mais avant de plonger plus profondément dans les scandales personnels qui ont suivi, revenons à ce qui a vraiment rendu Jack Johnson inarrêtable. Son ascension vers le titre de champion du monde des poids lourds. En 1902, un boxeur nommé Joe Gans avait remporté le championnat du monde des poids légers, devenant ainsi le premier champion noir, toutes catégories confondues. Mais malgré son palmarès impressionnant, Johnson trouvait impossible d'obtenir sa propre chance pour le titre mondial, car, pour le dire franchement, le monde n'était pas prêt pour un champion du monde des poids lourds noirs. Les gens pouvaient à peu près tolérer un champion noir dans d'autres catégories de poids, mais le titre mondial des poids lourds, c'était le sommet absolu du sport, et l'idée qu'un homme noir devienne champion des poids lourds était plus que la plupart des Blancs ne pouvaient supporter. Ainsi, bien qu'il ait affronté des adversaires blancs sur le ring, le champion du monde des poids lourds en titre, James Jeffries, a tout simplement refusé de l'affronter. En fait, il a pris sa retraite de la boxe plutôt que de défendre sa couronne des poids lourds contre un challenger noir. Après la retraite de Jeffries, le titre vacant a été revendiqué par Marvin Hart, surnommé The Louisville Plumber, qui a ensuite perdu le titre face au boxeur canadien Tommy Burns. Burns était différent. Il a défendu son titre avec succès à 13 reprises et fut le premier champion du monde des poids lourds à parcourir le monde pour affronter tous les challengers. Il voulait prouver qu'il était le meilleur. Ce sont ses mots, pas les miens. Je défendrai mon titre contre tous les prétendants, sans exception. Par là, j'entends les Blancs, les Noirs, les Mexicains, les Indiens ou toute autre nationalité. Je veux être le champion du monde, pas seulement des Blancs, des Canadiens ou des Américains. Si je ne suis pas le meilleur dans la catégorie des poids lourds, je ne veux pas du titre. Malgré tout, Johnson a dû attendre 2 ans avant d'avoir sa chance pour le titre de Burns, le provoquant et le défiant sans relâche afin de le pousser à monter sur le ring. Et finalement, à force de persévérance, il a fini par obtenir gain de cause. Enfin, cela et les 30 000 $ que les promoteurs avaient promis à Burns pour accepter le combat. Le combat devait avoir lieu au Sydney Stadium, en Australie, et devant 20 000 spectateurs. L'affrontement entre Johnson et le champion poids lourd, Burns, qui ne mesurait qu'1,70 m, a duré 14 rounds avant d'être interrompu par la police.
Johnson dominait largement lorsque le combat a été arrêté et il a logiquement été déclaré vainqueur. Avec cette victoire, il s'est emparé du titre de Burns, devenant ce que les Blancs redoutaient depuis longtemps, le premier champion du monde poids lourd noir. Jack Johnson devient champion du monde poids lourd le 26 décembre 1908. S'ils le détestèrent déjà avant, ils allèrent le détester encore plus. Le fait qu'il soit noir était déjà assez mal vu, mais Johnson était aussi audacieux. Il ne se contentait pas de battre des hommes blancs sur le ring. Il voulait leur en mettre plein la vue, et le tout nouveau champion n'a pas perdu de temps pour le faire. Au moment de son combat pour le titre, Johnson avait commencé à fréquenter une autre femme blanche, une prostituée de Manhattan nommée Hattie McClay, bien que son vrai nom fût Anna Peterson. Elle accompagnait souvent Johnson lors de ses déplacements pour ses combats, et elle était partie en Australie avec lui pour l'affrontement contre Burns. Mais à son arrivée à Victoria, en Colombie-Britannique, Johnson tenta de s'enregistrer dans le meilleur hôtel de la ville pour se voir refuser une chambre parce qu'il voyageait avec une femme blanche. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il rentrait dans sa ville natale de Galveston, où il aurait dû recevoir un accueil de héros, son défilé de célébration a été annulé pour la même raison. Il était un homme noir et sa compagne de voyage était blanche. On ne sait pas vraiment ce que Johnson a pensé de cet affront, mais cela ne semble pas l'avoir beaucoup dérangé. Mais en tout cas, il n'a rien changé du tout. En fait, maintenant qu'il était champion du monde poids lourd, il en a rajouté encore plus. Si remporter le titre de champion poids lourd avait déjà mis l'Amérique blanche en rage, la vie personnelle de Jack Johnson allait bientôt provoquer une hystérie nationale. Voici un autre exemple du genre de choses dont il était capable. Quelques années après être devenu champion du monde poids lourd, Johnson a essayé de se rendre dans un bordel chic réservé aux Blancs à Chicago, mais bien sûr, il a été refoulé à cause de la couleur de sa peau. Cependant, au lieu de discuter et de faire un scandale, il a réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre 5 des filles blanches qui y travaillaient d'aller faire un tour en voiture avec lui. Laissez-vous bien imaginer la scène. Non seulement il n'a pas été autorisé à entrer, mais il est reparti avec la moitié de leur personnel. L'une d'elles était une femme nommée Belle Schreiber, la fille d'un policier, et elle fut ensuite renvoyée, ainsi que les 4 autres filles, pour avoir couché avec Johnson. Schreiber devint alors la favorite de Johnson et on la voyait souvent voyager avec lui. Du moins, jusqu'à ce qu'il rencontre la prochaine femme blanche sur sa liste, sa future épouse, Etta Durier, une chanteuse glamour et cultivée, également pianiste. Durier était la nouvelle favorite de Johnson, malgré le fait que les autres femmes blanches étaient toujours présentes. Il passait d'une femme à l'autre, n'étant fidèle à aucune, et il se moquait bien de qui pouvait le voir. Pour l'Amérique blanche, c'était l'affront suprême. Ce n'était pas seulement qu'il était riche, célèbre et invaincu, c'était qu'il était noir et qu'il faisait des choses que même les hommes blancs n'auraient pas osé faire. Et tout d'un coup, Jack Johnson est devenu l'homme noir le plus détesté d'Amérique. Les Blancs ne supportaient pas l'idée qu'un homme noir soit le champion en titre, et lorsqu'il combattait, il n'hésitait pas à provoquer ses adversaires sur le ring, ainsi que leurs équipes en dehors, alors qu'il éliminait challenger après challenger. Il adorait battre les boxeurs blancs, et son large sourire doré, qui semblait se moquer de ses adversaires vaincus et des foules furieuses, ne faisait qu'empirer les choses. Il voulait le voir disparaître, et ainsi la chasse a commencé. L'Amérique avait besoin d'un grand espoir blanc, d'un boxeur blanc capable de reprendre le titre et de rétablir le soi-disant ordre naturel. Cette expression en est venue à désigner tout boxeur blanc prometteur qui gravit les échelons devant ses homologues noirs, mais c'est ici qu'elle a vu le jour. Elle a été inventée pour trouver quelqu'un, n'importe qui, capable d'arrêter Jack Johnson. Et pour être clair, il ne s'agissait pas seulement de sport. C'était l'Amérique de Jim Crow, une époque où le racisme n'était pas seulement toléré, il était attendu. Les opinions suprémacistes blanches n'étaient pas chuchotées derrière des portes closes comme aujourd'hui. Elles étaient publiées dans les journaux, comme cette petite perle du New York Times, parue avant le combat de Johnson contre Tommy Burns. Si l'homme noir gagne, des milliers et des milliers de ses frères ignorants interpréteront sa victoire comme une justification de revendication bien supérieure à la simple égalité physique avec leurs voisins blancs. Si le noir perd, les membres de sa race seront raillés et irrités par la chute de leur champion. C'est ce genre de racisme non dissimulé que les gens se sentaient parfaitement libres d'exprimer à l'époque. Et ainsi, espoir blanc après espoir blanc fut présenté pour l'affronter, et Johnson les a tous écrasés. L'un de ses combats tristement célèbres fut contre un homme nommé Stanley Ketchel, qui était en réalité un ami de Johnson.
Ketchel était beaucoup plus petit et combattait habituellement dans la catégorie des poids moyens, et pendant la majeure partie du combat, il semblait aborder l'affrontement davantage comme une exhibition que comme un véritable match de boxe. Mais vint alors le 14e round, et c'est là que Ketchel fit une erreur qu'il n'oublierait jamais. Voyant une ouverture, Ketchel tenta d'asséner un coup de grâce. Reconnaissons-le, il a effectivement mis Johnson au tapis. Mais une fois que le furieux Johnson s'est relevé, il s'est jeté violemment sur son adversaire, le frappant d'abord au corps avant de l'assommer d'un coup à la mâchoire. Sur les images de ce qui s'est passé ensuite, on peut voir Johnson retirer 2 dents de Ketchel de ses gants. Prenez un instant pour imaginer ça. Johnson l'a frappé si fort que les dents de devant de Ketchel se sont retrouvées coincées dans le cuir de son gant. Et si cela ne suffisait pas à déchaîner la fureur raciste de l'Amérique blanche, la vision de l'homme noir victorieux debout au-dessus d'un autre boxeur blanc terrassé l'a certainement fait. Les appels à un grand espoir blanc atteignirent leur paroxysme, et désormais un seul nom comptait, James Jeffries. La clameur monta pour que l'ancien champion poids lourd sorte de sa retraite et récupère l'honneur de la race blanche. Mais il y avait un problème. Jeffries était à la retraite depuis 6 ans. Alors que Johnson avait passé les dernières années à son apogée, dominant la catégorie, Jeffries, lui, était un cultivateur de luzerne. Sans parler du fait qu'il avait au moins 45 kilos de trop par rapport à son poids de forme pour le combat. Au début, il a refusé, mais sous la pression publique croissante et la promesse d'une bourse d'au moins 101 000 $, Jeffries a accepté le combat. Et pour qu'il n'y ait aucune confusion sur la véritable nature de ce combat, Jeffries a été on ne peut plus clair. Je vais disputer ce combat dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est supérieur à un nègre. Ce n'était plus seulement de la boxe, c'était une guerre raciale. Ainsi, tout était en place pour l'un des combats de boxe les plus controversés et les plus attendus de l'histoire. Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel amateur de boxe qui a participé au combat du siècle, il vous répondra probablement que c'était Muhammad Ali et Smoking Joe Frazier. Mais ce combat entre Johnson et Jeffries était le véritable combat du siècle, l'original. Le niveau de tension raciale était tel que, le jour du combat, les armes à feu furent interdites dans l'arène. Je veux dire, bien sûr, cela semble assez évident de nos jours, mais ce qui est absurde, c'est que même les pommes étaient interdites dans la salle, au cas où quelqu'un aurait eu l'idée de les lancer. Il ne s'agissait pas seulement d'une ceinture de champion. Il s'agissait pour Jeffries de prouver qu'un homme blanc était toujours supérieur à un homme noir, et il prenait cette mission très au sérieux. Ainsi, enfin, l'ancien champion du monde et dernier grand espoir blanc allait monter sur le ring pour détrôner le champion jugé indigne, se remettant en forme et arrivant au combat en tant que favori des bookmakers. Mais malgré sa transformation, à côté de Johnson, Jeffries ressemblait à un homme qui venait de passer 6 ans en vacances. Et lorsque la cloche a sonné, Johnson n'a pas seulement battu Jeffries, il l'a humilié. Il s'est joué de lui. Il l'a démantelé round après round et l'a même mis à terre pour la première fois de sa carrière. Johnson l'a ensuite envoyé au tapis une 2e fois, et au 15e round, lorsque Johnson a mis Jeffries au sol pour la 3e fois, le coin de Jeffries s'est précipité sur le ring avant qu'il ne soit compté, arrêtant le combat pour lui éviter la première défaite par KO de sa carrière. Et ainsi, le dernier grand espoir blanc était tombé, et le pays a éclaté dans les premières émeutes raciales nationales de l'histoire des États-Unis. Si vous pensiez que l'Amérique blanche le détestait déjà, cette victoire les a fait basculer. La tension qui couvait a finalement explosé. Ce combat n'était pas seulement le combat du siècle. C'était le combat qui a changé l'Amérique à jamais. Les conséquences de la victoire de Johnson sur Jeffries furent aussi violentes qu'inévitables. L'Amérique a explosé. Des émeutes ont éclaté dans 25 États et 50 villes, déclenchées à la fois par les communautés noires et par des foules blanches. Au moins 20 personnes ont perdu la vie dans le chaos. Certaines ont été tuées lors de bagarres de rue, mais d'autres ont été lynchées. Nous savons tous les deux qui a commis ces lynchages. L'illusion de la supériorité blanche avait été brisée, et bien sûr, ayant été le catalyseur de tout cela en battant des blancs sur le ring et par sa conduite en dehors, Johnson continua de se comporter comme il l'avait toujours fait. Sa vie personnelle devint aussi mouvementée que sa vie publique. Il devint soupçonneux que sa dernière petite amie blanche, Etta, ait une liaison avec son chauffeur. Alors il engagea un détective privé pour découvrir la vérité. Et lorsqu'il l'a finalement confrontée, la situation a dégénéré en violence. Il l'a battue si violemment qu'elle a fini à l'hôpital. 1 an plus tard, d'une manière ou d'une autre, ils se sont réconciliés. Et en 1911, ils se sont mariés, ce qui a encore plus scandalisé la fragilité blanche. Non seulement Jack Johnson leur avait volé leur titre de champion,
Maintenant, il avait une femme blanche, et pas n'importe laquelle, mais une issue d'une famille riche et respectée. Mais derrière tous les gros titres et les scandales, Johnson continuait à la maltraiter et la tromper sans cesse. Et la pression d'être l'épouse blanche de l'homme noir le plus détesté d'Amérique est devenue insupportable. Seulement 1 an plus tard, Etta Durier mit fin à ses jours. La plupart des gens prendraient un moment pour réfléchir après un tel événement, mais pas Johnson. Il avait déjà commencé à fréquenter une autre femme blanche, cette fois une prostituée de 18 ans originaire de Minneapolis, nommée Lucille Cameron. Le couple s'est marié un peu plus d'1 an après la mort de Durier. Et à ce stade, plus personne n'était surpris. L'Amérique blanche était furieuse. Johnson souriait et le cycle continuait. Ce mariage a duré 12 ans, mais à la fin, même Cameron en eut assez et divorça à cause de son infidélité incessante. 1 an plus tard, Johnson recommença. Cette fois, il épousa une 3e femme blanche, Irene Pinault, qui resta à ses côtés jusqu'à sa mort. Johnson pensait être intouchable, et honnêtement, qui pourrait lui en vouloir? Mais même s'il avait battu tous les soi-disant grands espoirs blancs qu'on avait placés devant lui, certains étaient encore déterminés à le faire tomber. Et bientôt, ils eurent leur chance. Il fut d'abord arrêté en vertu du Mann Act, une loi censée lutter contre la traite des êtres humains, pour avoir transporté une femme blanche, sa femme, d'un État à l'autre. L'affaire s'est rapidement effondrée, mais il fut ensuite de nouveau arrêté pour des accusations similaires. Et cette fois, les accusations ont tenu. Il a été condamné à 1 an et 1 jour de prison, mais au lieu de cela, il a sauté la caution et s'est enfui au Canada, se faisant passer pour un membre d'une équipe de baseball noire. De là, il est parti en France et a passé les 7 années suivantes en exil avec Cameron, en Europe, au Mexique et en Amérique du Sud. Et c'est pendant cette période que Jack Johnson a finalement perdu. En 1915, à La Havane, à Cuba, Johnson a défendu son titre contre Jess Willard, un boxeur blanc du Kansas. Le combat était prévu pour 45 rounds. Oui, vous avez bien entendu. C'est incroyable qu'ils aient même envisagé un combat de 45 rounds, non? Johnson a bien commencé, mais il a commencé à se fatiguer et il a été mis KO au 26e round. Et immédiatement, des rumeurs ont commencé à circuler. Beaucoup pensaient qu'il avait truqué le combat en échange d'une grâce pour ses accusations et d'un accord pour rentrer chez lui. Mais s'il l'a fait, il a été trahi, car lorsqu'il est finalement rentré aux États-Unis, il a été immédiatement arrêté et envoyé en prison. Il a continué à boxer jusque dans la 50aine et a finalement pris sa retraite à l'âge de 60 ans avec un palmarès officiel de 68 victoires, 11 défaites et 10 matchs nuls, avec 400 décisions. Et en dehors de la boxe, son mode de vie extravagant n'a jamais changé. Johnson avait des goûts de luxe, vêtements sur mesure, bijoux, voitures rapides. À une époque, il possédait un soi-disant nightclub Black & Tan à Harlem et avait même ouvert un club interracial à Chicago appelé le Café de Champion. Il était connu pour sa conduite imprudente, ayant un jour donné 100 $ à un policier pour une amende de 50 $ pour excès de vitesse, lui disant de garder la monnaie car il comptait rentrer chez lui plus tard exactement à la même vitesse. C'était Jack Johnson. Mais son amour pour les voitures rapides allait finalement lui être fatal. En 1946, il s'est écrasé contre un poteau télégraphique et est mort à l'âge de 68 ans. Et tout à coup, le premier champion du monde poids lourd noir avait disparu. Mais son héritage? Celui-là était intouchable. Jack Johnson restera toujours dans les mémoires comme un pionnier qui a atteint l'immortalité en devenant le premier champion du monde poids lourd noir. Un homme qui a défié les probabilités, le système et l'Amérique blanche à chaque instant. Certains commentateurs noirs de l'époque méprisaient son mode de vie, affirmant qu'il nuisait à la réputation de sa race plutôt que de l'aider. Mais plus tard, Muhammad Ali a qualifié Johnson d'inspiration pour son courage. Ali a dit: Jack Johnson était un homme noir à une époque où les Blancs lynchaient des Noirs tous les week-ends, chaque week-end. En 1909, vous n'imagineriez pas, il lui envoyait des lettres disant « Tu te bats contre un homme blanc et négro. Si tu le mets KO, on te tuera. » Il répondait « Tuez mes frères noirs si vous voulez. Je vais mettre ce blanc KO. » Et il mettait l'homme blanc KO et il était redoutable. En 1909, mec. Je sais que je suis fort, mais lui, il était fou. Le grand homme noir aux dents en or n'était pas seulement un champion. Il était un symbole de défi, une menace qui rendait l'Amérique blanche furieuse parce qu'il battait tous les adversaires qu'on lui opposait et vivait comme il l'entendait, avec qui il voulait, et il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire contre ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de Johnson?
Était-il un pionnier dont l'audace a ouvert la voie aux futurs athlètes noirs ou un fauteur de troubles qui a compliqué les choses pour eux? Nous voulons connaître votre avis. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres du même genre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous avons encore plein d'histoires légendaires à vous raconter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.